Et ben voilà, fin de la deuxième journée du Canadian Science Forum 2018. Une journée un petit peu différente vu qu'on a eu l'arrivée des posters et une table ronde en fin de journée. Pour le coup, donc, on a eu que 6 conférences par rapport à hier où on en a eu 25, mais on en a eu 2 qui étaient très sympas, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Sinon, vu qu'aujourd'hui c'était les posters, je vais vous parler d'un poster en particulier, le poster de Loman. C'est un poster qui est de saison, vu qu'avec l'été, j'imagine que certains d'entre vous vont aller faire des randonnées avec leurs chiens et vont peut-être leur mettre des bottines pour protéger les pattes. Donc justement, cette étude elle s'intéresse à l'effet des bottines sur les postures de vos chiens et surtout sur la façon dont ils vont gérer leurs appuis. Et en fait, les auteurs pensent que ça pourrait causer des troubles au niveau musculo-squelettique de vos toutous. Donc l'idée, ça serait peut-être d'utiliser ces bottines avec parcimonie et peut-être de trouver une autre solution pour préparer les pattes de vos chiens. On change de décor pour la suite parce qu'on a un événement au jardin botanique de l'université Eötvös-Loránd et je vais pouvoir vous parler des 2 conférences qui m'ont beaucoup plu. La première, c'est une conférence de Nicolas Rougny sur les chiens de travail et sur leur bien-être. Elle s'est intéressée aux chiens policiers, elle s'est intéressée aux chiens détecteurs d'explosifs, aux chiens détecteurs de glycémie pour les personnes diabétiques, aux chiens détecteurs de cancer et également aux lévriers de course. Le problème avec pas mal de structures qui travaillent avec les chiens, c'est que le bien-être animal, c'est un petit peu limite. Les chiens ont peu de contact avec l'humain, peu d'activités en dehors du travail, pas de rencontres avec les congénères, et ils ont des enclos qui sont souvent dehors, très petits. Bref, c'est un petit peu limite. Bon, elle a eu plusieurs propositions. La première étant de prendre des races peut-être plus adaptées à ce style de vie, plutôt que de prendre des malinois et des bergers allemands. Mais on va se concentrer surtout sur ce qu'elle a proposé pour améliorer les conditions de vie des chiens qu'il y a actuellement sur place. Les principales propositions, ça sera d'augmenter la taille des enclos, de mettre du chauffage, de leur mettre des lieux de couchage un peu surélevés, de travailler sur la 3D, également de travailler un petit peu en hauteur en fait, pour les chiens, pour qu'ils aient des petits points d'observation, un petit peu à la façon des arbres à chat si vous voulez. Elle propose également de mettre en place des plannings où les chiens pourraient être un petit peu ensemble, jouer ensemble, avoir des interactions intraspécifiques. Également d'augmenter le contact avec les humains en dehors des temps de travail, notamment avec des promenades. L'idée, ça serait de passer de 20 minutes de promenade par jour en moyenne à au moins 60 minutes. Après, d'après les études qu'elle a faites, 6 fois 10 minutes ou 1 fois 60 minutes, c'est la même chose par contre. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'augmenter l'activité des chiens en dehors du travail. Et enfin, enrichir un petit peu l'environnement des chiens en leur rajoutant des jouets, notamment des kongs, farcis de nourriture, pour qu'ils puissent un petit peu plus s'occuper. Bien entendu, elle a également recommandé des méthodes pour l'entraînement et l'éducation des chiens. Elle préconise évidemment des méthodes qui sont plutôt basées sur le renforcement positif, sur la récompense. Elle dit qu'il vaut mieux éviter tout ce qui est sanction, punition avec le chien. Alors, améliorer les conditions de vie de ces animaux et surtout changer les façons de travailler avec eux, c'est pas simplement pour se mettre d'accord avec sa moralité ou simplement en accord avec la loi. C'est aussi, et même surtout, parce que ça permettrait d'améliorer grandement les performances des chiens. Pour les exemples qu'on a cités dans cette étude, donc tout ce qui est chien policier, chien détecteur, lévrier, le travail au renforcement positif a de bien meilleurs résultats que la punition. En plus, l'utilisation des méthodes basées sur la punition, elles rendent les chiens moins efficaces, mais elle peut également les rendre plus agressifs, plus réactifs au stress, plus craintifs, moins bons à apprendre de nouvelles tâches, et sans parler des questions de santé et de bien-être derrière, quoi. Alors on arrête le sujet polémique, mais il y a une autre conférence que j'ai kiffée, mais alors à un point. Cette conférence était celle de Mitra Krofel sur l'expansion du chacal doré en Europe. Alors déjà, le chacal, qu'est-ce que c'est? Alors c'est cette bête-là. C'est un genre de mini-loup qui fait 10 kg à peu près, qui vit également dans des groupes familiaux qui se forment autour du couple reproducteur. C'est des animaux qui sont territoriaux aussi, mais sur des distances beaucoup plus petites que le loup. Ils ont des territoires d'à peu près 10 km², tandis que chez le loup, c'est au moins le double. Mais voilà, c'est un mini-loup. Alors il y a 9000 ans, on a déjà des témoignages comme quoi ils existaient dans la partie sud-est de l'Europe, en Grèce, sur les côtes, mais la population elle a vraiment commencé à s'étendre au cours du 19e siècle et elle a explosé depuis les années 1950. Aujourd'hui, on estime la population à environ 100 000 individus. Et depuis 2015, on les voit arriver en Europe de l'Ouest, en Suisse et même en France. Alors comment ça se fait que ces bestioles soient là? Eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, on en voit encore une grosse bête qui occupait le terrain. Cette grosse bête, c'était le loup gris. Mais à cause du déclin de la population, les chacals, ils ont eu tout le temps pour s'installer dans la nouvelle niche écologique qui était libre. Un phénomène qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'avec les récentes positions de l'Europe pour la protection du loup, c'est que dans les régions où le loup se réinstalle, on a le chacal qui recule. Mais bon, il y a plein de facteurs qui font que le chacal est en train de vraiment se développer en Europe. On a le réchauffement climatique, on a la fragmentation des habitats, on a de moins en moins de forêts, qui est le territoire de prédilection des loups, on a de plus en plus de plaines, d'espaces en culture et de villes. On a tous nos déchets qui sont parfaits pour un petit opportuniste comme le chacal, donc ils vont continuer à se développer gentiment. Vous pouvez donc vous préparer à croiser des chacals quand vous irez vous promener, ville ou campagne, il se plaît partout. Après, ça semblait pas spécialement déranger Krofel, parce que hormis la prédation sur la petite faune et la compétition avec tout ce qui est mustélidés et renards roux, il a l'air de considérer le chacal doré comme un animal plutôt utile.
Il mange les petits rongeurs, il fait disparaître pas mal de déchets alimentaires, surtout tout ce qui sort des abattoirs. Et il nettoie les carcasses d'animaux morts dans la forêt sans pour autant être un danger pour tout ce qui est grand gibier pour bétail, vu que de toute façon il fait que 10 kilos. Alors on a fini la journée sur une table ronde qui traitait de la génétique chez le chien. On a eu des spécialistes qui sont venus répondre à quelques questions. La première étant, est-ce qu'on peut dater précisément la domestication du chien, simplement par la génétique? Ensuite, est-ce qu'avec la génétique, on peut identifier les races qui sont à l'origine d'un chien de croisé de partout qu'on a rencontré dans la rue? Ils ont répondu également à l'idée comme quoi les chiens croisés sont plus résistants que les chiens de pure race. Et on a vu aussi un petit peu quels étaient les comportements qui étaient fortement conduits par la génétique. Alors avant de vous quitter, il faut quand même que je vous montre quelque chose parce qu'on a eu une petite surprise à midi. On a des personnes qui vivent avec un handicap qui sont venues nous présenter leur chien d'assistance. Et ils nous ont montré un petit peu comment les chiens les aident au quotidien à s'habiller, à interagir avec tout ce qui est électroménager. C'était plutôt sympa. On nous a aussi amené un loup qui travaille régulièrement au laboratoire de Budapest. Alors normalement, je ne suis pas spécialement un grand fan d'amener des animaux sauvages comme ça en exhibition. Mais bon, là c'est un cas particulier. Lobo, il a 13 ans, il est habitué au lieu, et c'est un animal qui appartient à une personne qui dresse des animaux pour le cinéma, donc qui a plusieurs loups, qui a des cervidés, qui a des sangliers, qui a 2 ours. Bref, Lobo, il a été nourri au biberon, et il a été plus socialisé que la plupart des chiens. Et franchement, en tant que propriétaire de chien loup tchécoslovaque, j'ai déjà vu des chiens qui étaient beaucoup plus stressés que Lobo dans des situations similaires. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Pensez à partager la vidéo si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Moi, je vous dis à demain.